Allô! Donc, je vais faire une petite session ici pour vous aider avec le devoir et des phénomènes qui sont connexes avec le devoir. Donc, j'espère que peut-être avec une table et voir des choses en personne, que ça aide à visualiser ce qu'on voit sur notre page pour le devoir. Donc, je vais commencer avec le numéro un. Le 1A, j'ai ri parce que dans la cuisine, j'ai trouvé un objet qui ressemble exactement à ce que j'avais proposé. Donc, c'est une chose pour ouvrir les cannes, mais en tout cas, c'est pas mal la même forme. Donc, ce que je proposais dans le devoir, c'est qu'il y avait un morceau de métal, ce que j'appelle un cadre conducteur, formé comme ça. Et je voulais que vous imaginez que c'est sur votre table. Maintenant, sur la table, je veux dire couché sur la table. OK. Maintenant, la prochaine étape, c'est que les deux bornes ici sont branchées à une source de courant. Donc, on va faire passer un courant dans ça. Maintenant, je vais clarifier quelque chose. Voici un aimant. C'est pas exactement la même forme que l'aimant cylindrique que j'ai proposé, mais c'est quand même un aimant droit. Les deux sont un aimant droit, donc. J'ai un pôle nord et un pôle sud. L'autre, c'est exactement la même chose. Ça, la raison que j'ai proposé le cylindre, c'est que c'est quelque chose que, quand vous le mettez sur la table, ben, il reste sur la table, comparé à ça. Donc, premièrement, si on ne met pas de courant, un petit à côté ici, c'est sûr que ça, c'est métallique. Donc, prends l'aimant, hein. C'est sûr que l'aimant va être attiré par le métal, et vice-versa. Une force d'attraction entre les deux. Le phénomène qu'on étudie dans le 1, c'est pas ça. C'est ce qui arrive quand on place un courant dans ça. Parce que là, quand on place un courant dans ça, ben, chaque élément de conducteur parcouru par un courant produit un champ magnétique. Mais dans la forme qui est intéressante pour nous autres, c'est ce qui arrive dans la boucle ici, la presque cercle. C'est essentiellement un cercle. C'est presque toute la totalité d'un rond. Tu es en train de créer un champ magnétique qui serait circulaire autour du fil. Et parce que c'est en rond, ça crée soit un champ magnétique qui rentre au centre, fait le tour et sort pour revenir ici, donc circulaire comme ça. Ou, si le courant est dans l'autre sens, on aurait un champ magnétique qui sortirait par le centre, ferait le tour, autour, rentrerait par en dessous pour ressortir par le centre. Donc, dans ces deux cas-là dépendent uniquement de quel sens de courant qu'on place. Donc, rappelez-vous la règle de la main droite. C'est ça qu'on utilise pour une boucle de courant. Partie circulaire, les doigts. Donc, si on avait un courant qui rentrait ici, faisait le tour dans cette direction-là, dans ce cas-là, le courant qui va comme ça. Et puis, notre pouce indique le sens du pôle nord, du champ magnétique. Et donc, le champ magnétique veut dire que ça sort du centre, fait le tour autour, passe en dessous, derrière et ressort au milieu. Donc, ça, c'est le pôle nord. Et donc, si on avait une pôle nord là, ça tirerait soit un pôle sud ou ça repousserait un pôle nord. Et si le courant allait dans l'autre sens, disons comme ça, on aurait un champ magnétique comme ça. Et donc, le pôle nord est rentré, se dirige dans la table. Donc, si un pôle nord se dirige dans la table, qu'est-ce qui est le côté qu'on voit ici? Ça, c'est le pôle sud. Donc, pour le pôle sud présenté ici par la boucle de courant, il serait soit attiré par un pôle nord ici, ou, ce qu'on présente un pôle sud, serait repoussé. Donc, basez-vous sur l'énoncé pour voir quelle doit être la direction du champ magnétique produit par la boucle de courant. Puis les indices sont justement les interactions avec l'élément. Ce qui est répulsion, ce qui est attraction, par rapport à quel pôle. Donc, même une fois que vous comprenez ça, vous comprenez deux choses. La direction du champ magnétique au centre de la boucle et directement par la règle de main droite, vous savez qu'est-ce que la direction du courant qui crée ça. Donc, j'espère que ça clarifie un peu le problème, surtout pour la géométrie, couchée dans la table. Maintenant, pour la 1B, je voulais que vous vous concentriez sur la partie des deux lignes droites. Donc, on fait abstraction de la partie circulaire ici. Pour vous aider, donc on étudie la partie de la boucle ici. On a fait ça dans la A. Et en regardant seulement ces deux bouts-là, je veux que vous imaginez, ou que vous rappelez, ou que vous dessinez à quoi ressemblent les directions des champs magnétiques créées par un fil droit et l'autre fil droit. Donc, on va inventer un courant. Disons que le courant rentre là, fait le tour et sort là.
Ça veut dire que le courant est dans ce sens-là, dans ce fil-là, et le courant est dans ce sens-là, pour ce fil-là. Je vous laisse imaginer les champs magnétiques qu'il faut pour ça. Mais le point de vue que je veux que vous preniez, puis qui va vous aider, c'est de regarder le point de vue des bouts ici. Quelque chose comme ça. Donc, vous regardez par ce bout ici. Maintenant, dessinez les lignes de champ magnétique créées par ce fil-là et ce fil-là pour la direction du courant que vous aurez trouvé dans la A. Je ne vais pas en dire plus loin. Mais en fait, ouais, je vais arrêter ça pour l'instant. Puis, on va retoucher justement le champ magnétique relié au fil droit parcouru par un courant. On va réviser ça tantôt pour les autres problèmes du devoir. Et dernière question que je demandais par rapport à ça, c'est une fois que vous connaissez le sens du courant, dans comment est-ce que les deux bouts sont branchés à une source de courant. OK, donc ça, rappelez-vous de votre expérience en laboratoire. Classiquement, fil rouge va à la borne positive, la source de courant. Fil noir va à la borne négative. Donc, rappelez-vous que dans le laboratoire, quand on branchait le rouge sur le plus, ça veut dire que le courant commençait dans le fil rouge, entrait dans le circuit, sort, et le circuit est bouclé en passant par le fil noir qui va jusqu'à la mise à terre de votre source de courant. Donc, juste pour vous rappeler que le courant commence par le plus et puis se termine avec le moins. Donc, avec ça, juste pour ne pas que vous trompez de quel est quel, plus puis moins avec le sens du courant. OK. Pour la 1C, là j'ai un autre aimant, c'est même genre d'aimant. C'est un aimant droit où un pôle se trouve sur un côté et l'autre pôle se trouve de l'autre côté. Et ça colle sur le métal, comme on s'attend, parce que c'est une propriété de l'aimant. Maintenant, OK, c'est vrai que je ne vais pas donner une façon de déterminer si ce côté-là c'est un pôle nord ou un pôle sud. Mais j'ai juste supposé, OK, que la partie qui colle sur votre porte de réfrigérateur, que le côté qui touche le métal, c'est un pôle nord. Pôle sud marchait aussi, on a vu ça en expérience. Peu importe le pôle d'un aimant, ça tire le métal. OK, donc c'est pas ma porte de réfrigérateur, parce qu'il faudrait que je change mon montage technique, mais j'ai pris quelque chose de métallique, donc c'est la source de courant que j'utilisais classiquement pour les autres expériences. Puis ici, si je vais coller mon aimant pour changer le drapeau français en drapeau acadien, donc on voit qu'il colle bien, il ne tombe pas, il y a vraiment de l'attraction, puis il reste collé sur le métal. Maintenant, si le pôle nord est là, et le pôle nord colle sur le métal, c'est-à-dire que la région du métal que l'aimant touche doit être un pôle sud. Et maintenant, je veux juste que vous soyez confiants que si jamais c'était l'autre côté de l'aimant, si ça donnait que ce côté-là est un pôle sud, puis que ça colle sur le métal, bien le métal aurait en dessous ici de l'aimant un pôle nord pour attirer le pôle sud. Donc ce qui est intéressant avec le métal, en fait, c'est qu'il s'adapte au champ magnétique qui se présente. C'est un pôle nord qui s'approche du métal. Localement, le métal va créer un pôle sud et il y aura attraction entre le métal et l'aimant. Si on approchait un pôle sud d'un aimant au métal, on a vu que ça colle ça aussi, mais le métal peut s'adapter et va produire un pôle opposé, soit le pôle nord, pour attirer l'aimant. Donc, pourquoi que ça peut se faire? Et c'est intéressant parce que je vous ai déjà écrit ça dans le problème. J'ai vraiment simplifié le problème parce que, en fait, il y a une super bonne section dans le manuel qui parle de ça. Fin chapitre 9. Et c'est intéressant. Il y a un petit peu trop de détails, il va un petit peu trop loin, mais c'est très intéressant parce que, bon, en fait, je vais résumer de nouveau, mais, ok, je ne vais pas perdre mon fil d'idée. Mon principe là-dedans, c'est pour vous dire que les charges électriques créent des attractions et répulsions de charges électriques. Et les charges électriques peuvent aussi montrer des phénomènes magnétiques. Et c'est là que ça devient mêlant. Et là, il faut vraiment comprendre que pour qu'il y ait phénomène magnétique chez une charge, il faut absolument que la charge bouge.
si la barge, si la barge ne charge pas, si la charge ne bouge pas, il ne crée pas un champ magnétique. Ça, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qui bouge un atome? Les électrons bougent toujours. Toujours, toujours, toujours. Ils sont en orbite autour du noyau, sont liés au noyau. Et tous les électrons qui consistent en atome, dont on regardait le nombre atomique, plus d'électrons, le plus qu'on fait le nombre atomique, bien, tous ces électrons-là tournent, orbitent autour du noyau très, 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 très rapidement. Donc, chaque électron a un mouvement circulaire. Peut-être ovale aussi, parce qu'une orbite peut être large. Mais simplifions, puis disons que c'est une orbite circulaire. Les deux, c'est équivalent pour nos besoins à nous. Donc, tous ces électrons-là tournent en orbite circulaire autour du noyau. Donc, tu as tout ce mouvement-là circulaire. Et donc, techniquement, un électron qui bouge en cercle crée une boucle de courant. Ça prend juste une charge pour bouger, pour créer un courant. Donc, chaque électron dans l'atome, en orbite circulaire, est un aimant. C'est ça qui est vraiment intéressant. Mais pourquoi certains atomes font des aimants et montrent une attraction aux aimants, et pourquoi d'autres atomes montrent aucune attraction pour un aimant? Et ça, c'est dû aux électrons libres. Quand un électron n'est pas libre, il est fortement lié au noyau. Et il y a une organisation spécifique qui se fait au niveau des électrons autour du noyau. Si vous avez vu votre chimie, on a parlé d'orbital. S2, P6, etc. Et ce qui arrive, c'est que si vous marquez en chimie, chaque couche d'orbital est toujours un nombre pair. Donc, les électrons liés, quand ils sont organisés autour du noyau, un électron s'ajoute, le deuxième électron existe, et la façon que l'orbite est placée, c'est toujours placé pour annuler le champ magnétique de l'autre. Ce qui est intéressant, donc, à mesure que les électrons qu'on retrouve les électrons des atomes en commençant du début et en montant dans les orbitales, par paire, sont toujours pairés pour annuler leur champ magnétique. Donc, ça prend un atome qui a un nombre impair d'électrons. Et pas obligé, il y a des exceptions et ça que ça devient compliqué. La lecture de la section du manuel est très intéressante parce que vous parlez ce qui différencie le fer avec d'autres métaux et qu'il y a 3 phénomènes magnétiques dus aux atomes. Nous, on touche seulement un. L'essentiel, un électron libre, pour la grande généralité, quand il est tout seul, si c'est un électron libre et non lié, son orbite est libre de bouger. C'est-à-dire que l'électron reste avec le noyau, tourne autour. Mais cette rotation-là, si j'imagine comme ça, peut s'adapter et bouger. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est un électron libre là, dans un atome, dans le métal ici, s'adapte et tourne pour que, disons qu'il tourne comme ça, puis on approche l'aimant ici, il va peut-être s'arranger pour changer et tourner comme ça pour créer le champ magnétique et le pôle opposé à l'aimant ici. Donc, revenez à ce que vous vous rappelez pour la règle de la main droite. Direction du champ magnétique versus courant pour solutionner la 2C. Maintenant, pourquoi j'ai demandé dans quelle direction va l'électron? Pourquoi j'ai demandé la direction du courant et la direction de l'électron? C'est, rappelez-vous la définition du courant. Okay? Que le sens du courant est défini pour le sens et direction d'une charge positive. Donc avec ça, vous voyez la différence entre les deux.